Il y a aussi une terreur intellectuelle. Désarmer la police, dire qu'elle tue, inviter dans certaines facs qu'on bloque par des militants d'extrême gauche des gens qui ont tué eux-mêmes. Vous n'êtes pas la police des mots, madame de la Gontrie. C'est justement ça, une partie de ce qu'essaye de faire la police de la pensée. Le camp du bien, comme dirait Philippe Muret. Vous faites partie, manifestement, du camp du bien et vous considérez qu'il y a des gens qui peuvent utiliser des mots et d'autres qui ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas de police des mots en démocratie, madame la sénatrice. Cette nouvelle offensive de Gérald Darmanin, elle sort pas de nulle part. Et il y a un terreau de criminalisation de la gauche très très fort et qui ne date pas de Sainte-Soline en réalité. Bonjour Pauline Perronneau. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Pauline Perronneau, vous êtes journaliste, co-animatrice de l'Observatoire des médias Acrimed, un observatoire qui donne à voir comment les médias dominants, interdépendants des pouvoirs politiques et économiques, contribuent à dégrader le pluralisme et le débat démocratique. Alors, vous vous appuyez sur ce dense travail d'observation pour documenter de manière précise et fouillée dans votre nouveau livre « Les médias contre la gauche » que vous faites paraître aux éditions Agone, la manière dont la gauche, dans toutes ses composantes, est précisément exclue, éclipsée du paysage de l'information contemporain, un paysage gangréné par le storytelling et j'ajouterais personnellement presque le bullshitisme. La gauche se trouve éclipsée, selon vous, en partie du fait de l'absence d'indépendance et de l'ultra-concentration qui structure désormais le champ médiatique, mais aussi du fait de l'effondrement du journalisme politique en particulier, qui a pour corollaire l'explosion des journalismes de cours, de classe, de préfecture, comme vous les nommez, et dont nous allons parler. Des journalismes indissociables du macronisme. Et j'ai noté d'emblée dans votre essai qui porte sur la couverture médiatique des 5 premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, un premier constat qui fait écho. Vous dites la gauche apparaît d'autant plus mutilée, discréditée, délégitimée lorsqu'une réforme libérale arrive sur le devant de la scène et qu'elle se double de mobilisations contestataires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça semble s'actualiser magistralement aujourd'hui, puisque c'est bien dans un contexte d'opposition massive à la réforme des retraites qu'on note depuis quelques jours une offensive médiatique du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour discréditer les oppositions de gauche dans toutes leurs composantes. Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestation interdite et manifestation autorisée? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République? Que s'est-il passé à gauche, Madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevènement, Cazeneuve, Valls, Mitterrand, Badinter? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse les policiers? Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon, qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche? Dans son ITV au journal du dimanche, le 1er avril, il a pu dénoncer le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche, puis auditionné quelques jours après par la commission des lois à l'Assemblée et au Sénat. Il a enfoncé le clou, défendu coûte que coûte le cadre d'intervention des forces de l'ordre, attribué les violences à l'ultra-gauche et tenu des propos menaçants concernant le financement de la Ligue des droits de l'homme, particulièrement édifiant. Vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement, je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. Mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. Voilà. Non, mais je le dis aux représentants des collectivités locales également que vous êtes. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'une question, il n'y a pas que l'État. Ce qu'on remarque, et je pense que quand on lit le livre, on s'en rend compte au fil des chapitres, c'est que cette nouvelle offensive de Gérald Darmanin, elle sort pas de nulle part. Et il y a un terreau de criminalisation de la gauche très très fort et qui ne date pas de Sainte-Soline en réalité. Je pense qu'on peut remonter sans doute à un tournant, même si j'aime pas trop utiliser ces mots, mais disons que un moment extrêmement fort dans ce processus de criminalisation, ça a été quand même la loi travail 2016. On cite dans le livre, je pense que je peux le reciter, mais il faut se souvenir quand même que le 2 juin 2016,
le maître à penser antisyndical Franz-Olivier Gisbert, qui déclarait dans les colonnes du Point, même si la comparaison peut paraître scabreuse, est-il si illégitime d'oser la formuler? La France est soumise aujourd'hui à 2 menaces qui, pour être différentes, n'en mettent pas moins en péril son intégrité. 2 points, Daesh et la CGT. Ce propos de Gisbert était tenu en 2016 pendant la loi travail, donc au moment d'une forte mobilisation sociale, syndicale, gauche politique et gauche sociale. Il y avait aussi beaucoup d'associations mobilisées. Mais on retrouve aussi ce récit en 2017, au moment de la ZAD, où là, je rappelle... Notre-Dame-des-Landes. De Notre-Dame-des-Landes, pardon. Où effectivement, on retrouvait ce même récit, cette même rhétorique. Un débat de LCI était intitulé tout à fait tranquillement « Zadistes, des terroristes comme les autres ». Il y avait eu tout cet emballement médiatique qu'on a retrouvé de la même manière à Sainte-Soline, ce qu'on appelle le journalisme de préfecture. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir, mais dont un des aspects consiste à retranscrire par avance les récits alarmistes des autorités, que ce soit le ministère de l'Intérieur, les préfectures, etc. On pourra détailler. Voilà, donc c'est revenu à ce moment-là. On ne peut décorréler, je pense, ce moment-là de guerre de Darmanin et du gouvernement plus généralement contre le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche, du grand emballement qu'il y a eu en 2020, en 2 temps, autour de l'islamo-gauchisme. Parce que là, c'était encore une fois le même récit où on a accusé quand même une partie de la gauche, une large partie de la gauche, de complicité intellectuelle de crimes. Je pense surtout complicité intellectuelle du terrorisme. C'est ce point-là, moi, que je souhaite souligner. Citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. À chaque fois, c'est vrai que ça part du champ politique. Et il y a un processus d'emballement, un processus de concurrence mimétique dans les médias où en fait tout le monde reprend les propos. C'est favorisé évidemment par la structuration du débat public, c'est-à-dire des débats entre éditorialistes où tout le monde est un peu du même milieu, se côtoie, c'est ce qu'il va dire et tout le monde en gros, grosso modo, est du même avis. Et donc là, à ce moment-là, c'était tout à fait spectaculaire et on avait noté une évolution majeure, en fait, à ce moment-là. C'était à la fois l'extension des cibles qui étaient visées par cette accusation de complicité avec les crimes. Donc là, on avait la LDH, on avait Mediapart à travers Edoui Plenel, on avait bien sûr la France Insoumise, etc. Ce qui avant, et notamment post-2015, avait été une accusation davantage cantonnée contre Lutte ouvrière et le NPA, qu'on recite aussi ce moment. Donc non seulement une extension des cibles de cette accusation, mais également une extension des médias dans lesquels ce type d'accusation a pu circuler. Et donc on remarquait que c'est vrai que historiquement, on va dire que le terme islamo-gauchiste était plutôt très utilisé dans les pages du Figaro, qui a toujours un rôle avant-gardiste dans les cabales sécuritaires, outrancières et extrême droitières, et que là, ça a circulé dans beaucoup de médias, presse, radio généraliste, etc., et où l'emballement devait, on va dire, autorisait visiblement la suspension des principes journalistiques de base, c'est-à-dire le contradictoire, la vérification et les éléments factuels à l'appui d'accusations qui étaient quand même particulièrement outrancières. Alors, ce que vous décrivez très bien, c'est effectivement cette co-construction, et que vous décryptez, médiatique et politique des événements, au détriment, on l'a compris, de l'intérêt général et du débat démocratique. Je voulais juste pointer, pour cette question d'islamo-gauchiste, ajouter à cela une note qui vient de paraître, en tout cas publiée par le journal Le Monde, indiquant qu'aucune enquête n'avait jamais été diligentée. Donc on est bien dans l'ébouriffement médiatique, donc c'est vraiment très inquiétant. Et ce que vous décrivez aussi très bien, c'est et qu'on entend dans vos propos, c'est cette corrélation entre le traitement des mouvements sociaux, le dénigrement de la gauche dans toutes ses composantes, comme on l'a bien compris, aussi bien associatives, parlementaires, syndicales, et donc on en parlera aussi, l'explosion de l'extrême droite. C'est ce que vous décrivez très bien, cette corrélation, cette circulation-là, dans la manière de traiter médiatiquement les événements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot aussi ? En réalité, on voit qu'il y a un double mouvement, c'est-à-dire une dédiabolisation médiatique
de l'extrême droite, qui est proportionnelle à la diabolisation de la gauche dans toutes ses composantes. Je rajouterais quand même que c'est important ce que vous dites quand vous pointez les syndicats, la gauche politique et les associations. Je rappelle quand même que quand l'association Attac avait aspergé de gouache la Samaritaine, une question à l'ordre du jour du Figaro était quand même: faut-il dissoudre Attac ? La semaine dernière, la Samaritaine, cet immense ensemble immobilier au cœur de Paris, a rouvert ses portes. Les plus droitiers dans le champ politique n'avaient pas forcément mis le sujet sur la table. C'était en toute autonomie que le Figaro mettait à l'agenda ce type de questions. La dédiabolisation médiatique de l'extrême droite, c'est un processus de fond qui fait l'objet d'un chapitre à part entière dans le bouquin, puisque c'est une tendance lourde. Que vous appelez le journalisme de dédiabolisation. De dédiabolisation, voilà. Acrimed a depuis longtemps travaillé sur cette question. On a toujours dit que, évidemment, les médias n'étaient pas les principaux responsables de l'enracinement à la fois idéologique et électoral de l'extrême droite dans le paysage. Ça, c'est une évidence. On renvoie à un certain nombre de travaux qui, pour nous, expliquent bien comment tout ça marche. Simplement, les médias ont un rôle de légitimation tout à fait important vis-à-vis de légitimation de l'extrême droite. Et donc, on essaye d'expliquer un peu comment tout ça s'articule. Donc, c'est vrai que le chapitre s'ouvre sur quelque chose d'ailleurs qui fait écho aussi aujourd'hui, c'est la construction sondagière, médiatico-sondagière du duel Macron-Le Pen, qui a quand même structuré le débat public pendant 5 ans, en réalité, et dès l'élection de Emmanuel Macron en 2017, en fait, il s'était mis en place. Et ça, c'est un cadrage, en fait, très, très puissant. Qui continue, effectivement. Qui continue et qui revient tout bonnement à exclure, en fait, la gauche en tant que force politique structurante du paysage politique. Donc, c'est pas rien. Donc là, on détaille, je pourrais pas le rendre à l'oral, mais on s'appuie sur un certain nombre de sondages et on essaye de montrer un peu comment ils ont été utilisés par les médias, ce qu'on appelle les mésusages des sondages, la sondomanie, l'intoxication du journalisme politique aux études sondagières sans aucun recul, quand bien même des études scientifiques, des travaux scientifiques, des travaux de chercheurs existent depuis des dizaines et des dizaines d'années sur les outils sondagiers qui n'en restent pas moins utilisés et utilisés à outrance par le journalisme politique pour faire la pluie et le beau temps, en gros, et pour analyser la situation politique. On pense évidemment au texte très important de Pierre Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas, qui a fait date et effectivement qui est complètement négligé. On voit bien qu'on est dans de la fiction et non pas de l'information, comme vous dites, avec ces mécanismes sondagiers, et pourtant ils sont très opérants, très commentés. On est parti des invectives relayées avec force, notamment par Gérald Darmanin, qui s'inscrivent, comme vous l'avez très bien expliqué, dans le sillage sémantique de l'extrême droite, aboutit à ce qu'aujourd'hui, dans le paysage médiatique, on parle des extrêmes. Ce que vous dites, je l'ai entendu pas plus tard que ce matin à la radio, je l'ai lu hier dans tel ou tel journal, relayé par des journalistes dominants, on peut dire ça, en tout cas travaillant pour des médias dominants. On parle aujourd'hui des extrêmes et non plus, il n'y a plus de distinguo entre l'extrême droite et le reste du champ politique. Donc il y a quand même un cap. Ah oui, mais ça fait longtemps qu'il est passé, c'est-à-dire ce cercle des extrêmes, en un seul mot, en fait, il remonte à 10 ans, quoi, je pense. Je me rappelle qu'on avait fait, au moment de la campagne de 2012, les premières campagnes de l'AFI, c'était déjà ce motif-là, ce schème qui était mobilisé et qui envahissait en fait le paysage médiatique et qui était vraiment, le schème structurant avec lequel les journalistes politiques appréhendaient en fait le paysage politique. Donc c'est un des ressorts de la banalisation. Oui, c'est le point ultime de l'extrême droite aujourd'hui de la banalisation à l'œuvre depuis des décennies. Ce que vous expliquez vraiment. C'est ça, c'est très très bien de mettre sur le même plan, mais en réalité, nous on dit que la banalisation de l'extrême droite, en fait, c'est un processus qui est largement achevé en fait dans les médias dominants. On citait le chapitre qui est consacré à ça. C'est vrai qu'il y a cette construction sondagière du duel Macron-Le Pen qui crédibilise Le Pen en excluant la gauche, mais on parle aussi
la manière dont les thématiques qui font historiquement le cœur des politiques du RN ces thématiques-là occupent non seulement ou occupaient pendant le premier quinquennat Macron le haut de l'agenda, ça c'est une chose, mais également le cadrage avec lequel le RN aborde ces questions, donc on va dire l'immigration comme un problème, l'islam ennemi intérieur, l'insécurité, la délinquance dans les quartiers populaires. Ces cadrages complètement verrouillés et restrictifs sont dominants en fait dans le débat public et ne sont plus interrogés, ne sont plus remis en cause a fortiori. Donc ça, c'est un élément aussi de structuration du débat public qui est extrêmement puissant et qui a un ressort extrêmement puissant de banalisation de l'extrême droite, même si c'est moins frontalement, c'est moins frontal, quoi. On parle aussi dans ce chapitre de la circulation des chroniqueurs, des journalistes d'extrême droite, qui est un phénomène assez impressionnant. Pendant 5 ans, on a pu détailler ce phénomène, quoi. Et enfin, on a tout un développement qui est hyper important sur la dépolitisation de la politique et sur la pipolisation de l'extrême droite, qui est pour nous le dernier, mais peut-être le premier en réalité, ressort de cette banalisation médiatique de l'extrême droite. Et on s'attarde énormément à ce moment-là sur la campagne présidentielle de 2022. Quand vous parlez pipolisation, vous pensez à la manière dont les médias ont accompagné les candidatures de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je ne veux pas le refaire. Je pense que c'est dans la tête de tout le monde, mais des émissions généralistes tout à fait respectables, entre guillemets, de la grande presse a pu disserter sur les chats de Marine Le Pen. C'était plus traité que son programme. Faut dire de caca, hein. C'est un gros truc, quand même. Dans une grande émission politique sur France 2, on pouvait tout à fait entendre Thomas Soto interroger Marine Le Pen sur son amoureux, ses enfants, etc. Je vous sens pas très très à l'aise. Pourquoi? Je sais pas, parce que je suis pudique. Il y a quand même votre amoureux, là, je vois. Ah bah oui. Donc ces mélanges des genres qui contribuent en fait à la banalisation systématique de l'extrême droite. Et donc une focalisation du journalisme politique sur le rien, sur le vide, d'une médiocrité quand même sans nom, je pense qu'il faut pouvoir le dire aussi, aux dépens d'un travail de fond sur l'extrême droite, sur son programme, sur les idées. Et donc tout ça en fait est complètement marginalisé. Et on va dire qu'il y a eu quand même une polarisation réactionnaire de l'agenda médiatique pendant la pré-campagne et pendant la campagne qui a été tout à fait spectaculaire. Je pense qu'à Acrimed, on est quand même rodé au mécanisme médiatique. On est quand même tombé de notre chaise de septembre 2021 à décembre 2021 au moment de l'hystérie autour de Zemmour. C'est-à-dire que c'était... Alors qu'il n'avait pas annoncé sa candidature, les médias trépignaient pour savoir quand est-ce qu'il allait annoncer sa candidature. Voilà, il a été le centre de gravité du débat public pendant 3 mois. Et puis, je suis sympa en disant 3 mois, c'est-à-dire que ça a duré, puisque je rappelle que l'Arcom épinglait en mars 2022 11 médias, dont certains du service public, pour surreprésentation de Zemmour en temps de parole et en temps d'antenne sur la période de janvier 2022 mars 2022. Donc c'était tout à fait spectaculaire. Sur la base, une nouvelle fois, de sondages, puisque Zemmour avait été testé dès l'été. Et donc, là, les pratiques, les routines du journalisme politique se sont mises en branle, on va dire, et il y a eu une véritable auto-intoxication à scruter les moindres soubresauts sondagiers, à faire de l'information ce qui n'en était pas, c'est-à-dire à détailler les guéguerres, les transfuges des uns et des autres, tout ce qu'on appelle le jeu politicien, au détriment des enjeux. Et du commentariat. Et du commentariat. Ce que vous décrivez très bien. D'ailleurs, on peut noter au passage que ce premier quinquennat naît avec l'ambition affichée d'Emmanuel Macron de lutter contre le Rassemblement national. Or, l'assise électorale du Rassemblement national n'a jamais été aussi forte. L'empire médiatique de Vincent Bolloré s'enracine. On retient aussi de ce livre à travers ce que vous appelez le journalisme de cour. Celui qui a bénéficié de ce journalisme de cour, c'est bien évidemment Emmanuel Macron.
aussi bien lors de sa première candidature à l'élection présidentielle, première élection, et la deuxième en 2022, où carrément aucun bilan n'a pu être fait de son premier quinquennat. Pourquoi n'allez-vous pas sur France 2 ce soir? Tous les candidats ils sont allés dans cette émission. Parce que j'ai fait un débat déjà, un débat successif. Je suis allé sur le service public à plusieurs reprises. Simplement, je suis obligé un petit peu d'organiser mon temps. J'irai sur France 2. J'irai simplement soit dans un JT avant le premier tour, soit dans l'entre-deux tours sur un format qu'ils me proposeront. Oui, c'est... Là, je pense qu'on peut le dire, une suspension, en gros, de la campagne démocratique. Il y a on entend souvent des journalistes politiques dire ouais, la campagne, elle n'a pas eu lieu. Mais qui fait la campagne ? Si ce n'est ces professionnels. Qui n'a pas fait son travail à ce moment-là? C'est bien eux. En fait, c'est bien eux qui ont campé Emmanuel Macron dans un rôle de chef de guerre avec des récits, mais propagandistes. Je veux dire, je pense qu'à un moment, il faut dire les choses. Dans Le Monde, qu'on cite de manière extensive, on a eu des récits de journalistes politiques ou de journalistes en charge du suivi de l'Élysée, des récits, mais totalement spectaculaires de ce point de vue-là. Ça a été un accompagnement au moment où il a publié sa lettre de campagne, un énième accompagnement de la presse quotidienne régionale ahurissant, avec vraiment des journalistes politiques, là encore, qui ne faisaient que tricoter les formules de communication du président les unes à la suite des autres. Aucun recul critique, aucune analyse du bilan. On a entendu Thomas Legrand, un moment sur France Inter, dans une émission qui était censée être une hebdomadaire de la campagne, dire que c'était un peu fâcheux, parce que c'était un peu fâcheux, je cite, que le président ne fasse pas campagne, puisqu'on ne savait pas de quoi discuter avec lui. Mais c'est quand même spectaculaire d'entendre ça de la part d'un journaliste politique important dans le paysage, en plus. Je veux dire, qui est quelqu'un de très respecté. Comment Thomas Legrand ne peut pas faire un travail autonome, par exemple, de bilan analytique de 5 années de macronisme sans... c'est fou, en fait. Et donc, c'est vrai que là, ça a été bis repetita par rapport à 2017, qui avait été quand même un moment tout à fait spectaculaire, de démission, de spectacularisation de l'information, quoi. Une coqueluche médiatique était née, c'est ce qu'on écrit dans le livre, on le retrace. Hein. C'était important, même si ça a été déjà beaucoup fait, mais de revenir sur ce moment-là et surtout de le mettre en regard de la dernière campagne présidentielle. Donc voilà, ça c'était pendant la campagne. Voilà, Emmanuel Macron ne voulait pas débattre. Eh bien, il n'y a pas eu de débat. Là aussi, démission des journalistes politiques. Je pense qu'il y a certaines anecdotes tout à fait édifiantes dans celui qu'ont coécrit Julien Salingue, Philippe Poutou et Béatrice Valilot, de ce point de vue-là, qui reviennent sur justement les débats qui n'ont pas eu lieu. Le fait que ça n'ait pas eu lieu était un choix éditorial volontaire de la part des directions médiatiques, parce que Emmanuel Macron ne voulait pas débattre avec d'autres candidats. C'est tout à fait clair, texto à l'appui de certaines chefferies médiatiques dans leur bouquin, quoi. Et on comprend très bien, on va décliner un petit peu ces différentes catégories de journalisme. Ce journalisme de cours se double d'un journalisme de préfecture, comme vous l'appelez, et vous le rappelez très bien, la contestation de l'ordre établi sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron s'est vraiment déclinée en de multiples lieux, sous de multiples formes. Et la réponse est toujours la même, méthodique. Hein, elle passe par la répression et par l'inflation de l'arsenal législatif sécuritaire. Si on s'arrête un petit peu sur un épisode quand même très important de ce premier quinquennat, parce qu'il a été aussi tragique, c'est celui de la répression des Gilets jaunes et du traitement médiatique qui en a été fait, vous parlez carrément de carnage médiatique. Oui. Et on le revendique parce que ça a été une démission totale à nouveau des médias. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas dire? Je suis sûr que si on faisait des tests de QI à l'entrée des manifestations, il n'y aurait pas grand monde. Je dis simplement... C'est pas faux. Soyez pas méprisants non plus, parce que ce genre de déclaration ne calme pas les choses. Leurs propos sont absolument débiles. C'est-à-dire qu'ils sont incommentables. Ils sont même méprisables. Je pense qu'on est d'une objectivité
et d'une impartialité totale. On a dû attendre 2 mois, en réalité, pour que la question des violences policières perce l'agenda médiatique, ce qui ne disait encore rien de la manière dont elles étaient traitées. C'est-à-dire tout à fait mal. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Mais voilà, on a dû attendre 2 mois. Ce qui a fait que les violences policières ont fini par percer et à être un sujet, on va dire, à part entière, mis à l'agenda médiatique, ça a été beaucoup de pression, en fait. Évidemment, quelque chose de fondamental qui est la vidéo. Et nous, c'est ce qu'on appelle plutôt l'autodéfense, en fait, numérique des manifestants, mais aussi tout le travail des reporters indépendants, tout le travail des rédactions indépendantes qui ont très tôt, en fait, documenté les violences policières. Tout un travail aussi des collectifs qui existaient déjà de violences contre les violences policières, certaines ONG, certaines associations, certaines organisations politiques et syndicales qui ont essayé de donner un peu de la lumière à ce sujet. Et donc toutes ces pressions, auxquelles s'ajoutent aussi des pressions qui sont venues de l'intérieur des médias dominants, parce qu'en réalité, les reporters sur le terrain voyaient les violences policières, rapportaient des vidéos aussi de violences policières, et y compris en étaient eux-mêmes victimes. Tu effaces ça tout de suite. Attendez. Tu effaces ça devant moi. Je suis journaliste. Non, il est où? Et donc, ces pressions, on va dire, extérieures aux médias et ces pressions internes aux médias, ont travaillé vraiment, ont labouré, je pense, dans les rédactions, et ont fini par faire en sorte que le sujet perce l'agenda. Mais ça a été 2 mois de non-traitement. Et vous saluez d'ailleurs... À quelques exceptions près. Oui, vous saluez à ce titre le travail de David Dufresne, notamment, qui a permis effectivement, avec son fameux Allo Place Beauvau, de faire que ces violences soient des faits et qu'elles soient reprises comme étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire des violences policières. Donc ça décrit aussi tout ce processus, mais qui n'a pas permis de mettre fin au journalisme dominant et à la rhétorique qui s'est installée, malgré tout. Oui, qui s'est installée. C'est vrai que le travail de David Dufresne, et en l'occurrence sa médiatisation à lui, était un symptôme, en fait, du fait que les pressions avaient travaillé positivement, quoi. Après, effectivement, ça ne garantissait pas du tout un traitement satisfaisant d'un point de vue qualitatif, quoi. C'est ce que vous disiez. Donc, on décrit dans le livre le lexique et les mots ce qu'on appelle les mots de l'euphémisation. En fait, tous les mots, toutes les formules qui permettent de ne pas dire les violences policières. Donc là, on donne un certain nombre d'exemples dans le bouquin, mais c'est-à-dire il y a quelque chose de fondamental, c'est que en réalité, si le moindre agissement à l'époque de Gilets jaunes pouvait être regroupé sous le terme violence par les journalistes, je peux peut-être citer des exemples. Voilà, le matraquage, je peux lire un petit extrait. Le matraquage de manifestants plaqués au sol peut être rebaptisé intervention musclée. Lorsqu'ils chargent, les policiers ne font que aller au contact pour disperser, je cite encore. Leur surdéploiement anxiogène est baptisé, je cite, maintien de l'ordre mieux maîtrisé. Ça, c'était dans Le Parisien. Et c'est vrai qu'on remarque que les tirs de LBD, de grenades lacrymogènes, de désencerclement, l'usage de camions à eau, etc., ne sont jamais décrits comme des actes de violence, mais en plus systématiquement quasi présentés comme des répliques. Donc voilà, on a tout un... Vraiment, c'est un des symptômes du journalisme de préfecture, la reprise aussi du lexique policier, du récit policier, quelque chose qu'on a vu de manière tout à fait spectaculaire là au moment de Sainte-Soline et qu'on a documenté sur Acrimed en faisant un focus là sur BFM TV, mais c'était vraiment spectaculaire. Alors précisément, ça fait écho effectivement à la période actuelle. Selon des informations récoltées par le journal Mediapart, des rédactions se sont indignées auprès de leur direction pour contester la couverture des mobilisations sociales, notamment Sainte-Soline, mais aussi plus globalement les violences policières. Je pense à BFM TV que vous venez de citer, parce que le terme de violence policière fait débat et n'est pas employé. On parle
d'après les informations récoltées comment dirais-je, d'expressions connotées, la rédaction aussi de France Télévisions, France 3 plus précisément, et Le Parisien qui s'est indigné des différentes unes qui ont mis en avant la politique gouvernementale. Vous faites très attention dans votre critique à ne pas à toujours prendre la mesure des choses, à dire que parfois on peut considérer que c'est volontaire et parfois que c'est inconscient, parce qu'il faut dire un mot aussi de cette fabrique journalistique et des journalistes en tant que tels qui sont le monde journalistique, même si les produits journalistiques sont uniformes comme on le comprend très bien, la réalité du champ journalistique est composée d'individus hétérogènes avec des convictions particulières. Voilà, et donc ça, il faut quand même le rappeler, ce n'est pas une criminalisation ou une culpabilisation des journalistes, c'est plutôt un mécanisme que vous traitez. Tout à fait, et c'est historique dans la critique d'Acrimed, et ce qui est pointé, c'est vraiment les chefferies éditoriales, quoi. Donc là où se concentre en fait le pouvoir éditorial, ceux qui ont le pouvoir du choix des sujets, de la manière dont vont être traités les sujets, avec quel cadrage, etc. Donc évidemment, on ne met pas du tout sur le même plan tous les professionnels de l'information. Et en l'occurrence, pour en revenir au journalisme de préfecture, on a c'est un bon exemple de comment la fabrique de l'information s'imbrique aussi à des questions d'ordre idéologique pour nous. C'est-à-dire qu'on explique à partir de travaux de sociologues comment la proximité des journalistes avec leurs sources policières s'explique par la pratique du métier. On reprend des travaux de sociologues qui ont été faits notamment sur les faits diversiers, mais comment la pratique du métier instaure une proximité avec ces sources policières, ce qui explique beaucoup de choses. D'ailleurs, la proximité est quelque chose de pointé là, par des journalistes dans l'article de Mediapart, des journalistes de BFM. De justice, oui. Police-justice. Les frontières sont très floues, poreuses. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et que du coup, il y a des routines, des contraintes professionnelles qui expliquent en fait une forte dépendance des journalistes aux sources policières, à la préfecture, etc. Mais pour nous, il faut aussi ça explique beaucoup de choses dans la production de l'information, mais on ne peut pas le déconnecter. En tout cas, nous, on ne le déconnecte pas d'une idéologie du maintien de l'ordre, en fait, qui sous-tend le traitement de ces affaires. Et c'est-à-dire que là, on pointe plutôt pour le coup les directions éditoriales et les chefferies médiatiques. C'est-à-dire que c'est indéniable. Qu'il y a une... Alors, c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que ça montre que le prisme sécuritaire, en fait, est vraiment le cadrage domine dans la manière de traiter jusqu'aux mobilisations sociales. C'est-à-dire même quand on traite de revendications sociales, on les traite toujours par ce prisme sécuritaire. Et du coup, on pourrait penser que la gauche, sur les questions de mobilisation sociale, sur les questions économiques, pourrait médiatiquement trouver un terrain d'intervention plutôt favorable. Et on se rend compte, en vous lisant, l'effet de cumulation, on dirait un mot sur la méthode d'Acrimed, étant ce qu'il est, c'est assez édifiant, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout à l'aise, y compris sur des terrains sur lesquels elle devrait être très à l'aise. Et on arrivera aussi à dire un mot sur ce journalisme de classe. Oui, le cadrage sécuritaire, il est extrêmement présent pour commenter en fait les mobilisations sociales. On donne l'exemple à ce sujet de la précédente réforme des retraites en 2019, et on cite à ce sujet le traitement qu'avait pu faire le 20h, qui était vraiment édifiant de ce point de vue-là. C'est-à-dire, on avait étudié à Acrimed à ce moment-là les 4 jours qui avaient précédé la grande grève interprofessionnelle du 5 décembre 2019. Et à ce moment-là, dans le 20h, il y avait eu au moins 2 sujets vraiment révélateur de ce qu'on appelle dans le bouquin le journalisme de préfecture anticipé. C'est-à-dire que la rédaction du 20h faisait un sujet, tout à fait tranquillement, sur ce qui n'était pas encore arrivé, en prophétisant d'hypothétiques violences sur la base
de notes de renseignement. Là, il y a Arrêt sur Image, notamment, a beaucoup documenté ça aussi ces derniers temps. Voilà, des notes de renseignement qui étaient reprises sans aucune distance, sans vérification, sans contextualisation, etc. Et donc, les sujets, pour traiter de ce qui n'avait pas encore eu lieu, se concentraient sur d'hypothétiques violences à venir. Et pour illustrer ce qui n'avait pas encore eu lieu, France 2, la rédaction du 20h, recyclait des anciennes images de violences de manifestants. Je mets uniquement du côté des manifestants, pour, encore une fois, commenter ce qui n'avait pas encore eu lieu. Donc voilà, c'est vrai que le sécuritaire est un cadrage très très important qui vient souvent aussi supplanter un cadrage social, du temps laissé à l'expression des revendications, à l'expression d'alternatives, mais ça, on en rêve, quoi. Ça s'est bien vu, ça a été une des grosses tendances au moment des retraites. Alors, il est d'autant... La formulation d'alternatives était littéralement impossible, en fait, dans l'espace médiatique, immédiatement classée hors sujet, alors que c'est pourtant... C'était tout le sujet. C'était pourtant tout le sujet. Oui, alors cette analyse est d'autant plus intéressante qu'elle démontre, en fait, alors, en plus du prisme sécuritaire, effectivement, le prisme libéral aussi c'est un autre cadrage. Et ça explique aussi que toutes ces questions de mobilisation sociale et de revendication sont sous-traitées et délaissées, puisque de toute manière, il y a un effet de clôture qui fait que ces discours-là ne peuvent pas s'exprimer. C'est probablement ce que Acrimed et puis d'autres avant nous, au Monde Diplo notamment, ont le plus documenté. Le verrouillage libéral de l'information économique, tout simplement. Là, je pense que, en fait, depuis septembre, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point les thématiques de gauche, la répartition des richesses, etc., ont plus de place à l'agenda, c'est ce qui tranche vraiment avec les 5 années qu'on vient de vivre, le premier quinquennat, où ça n'a pas du tout été le cas. Mais parce qu'il y avait une représentation de la gauche plus importante au Parlement, et surtout parce qu'il y a eu des mobilisations sociales, en fait, pas que les retraites. C'est-à-dire que sur toute la période septembre-décembre, il y avait des mobilisations extrêmement présentes sur la question des salaires, notamment. Donc voilà, ça fait pression. Mais c'est vrai que là, en gros, sur les 5 années qu'on chronique, ça ne veut pas dire que le verrouillage de l'information économique n'existe plus. Loin de là. Et que les personnes que vous citez sont encore là. Et sévissent encore largement. Mais c'est sûr que, du coup, on revient sur un certain nombre de mécanismes qui expliquent, selon nous, le verrouillage de l'information et le monopole, on va dire, de la pensée libérale dans les médias. C'est ce que vous appelez aussi un journalisme de classe. Voilà, c'est ça. Donc ça s'explique déjà. Enfin, un des symptômes, en fait, c'est... il y a une totale adhésion, en fait, des journalistes économiques, pour le coup, à ces valeurs libérales. Voilà, et qui accompagnent le discours néolibéral partout. En fait, on dit... C'est un exemple très simple, c'est que c'est impossible de citer dans l'audiovisuel, donc radio, télé, service public, service privé confondus, un journaliste économique qui soit hétérodoxe. Donc voilà, en fait, du JT de France 2 aux chroniques de Dominique Seux sur France Inter, en passant par les prêchis-prêchats de François Langlais, en passant par etc., sur les journalistes économiques qui s'expriment sur France Info, partout, en fait. Et dans la presse aussi. Et dans la presse, voilà, on n'exclut évidemment pas la presse. Il y a un monopole de cette pensée libérale, et donc ça a des implications très concrètes. En fait, une des implications et qui joue structurellement contre la gauche, c'est les tirs de barrage systématiques contre tout écart, en fait, au prêt-à-penser libéral. Et on donne un certain nombre d'exemples quand un porte-parole d'Attaque veut intervenir et veut critiquer les résultats de la bourse, et ben ça va être des tirs de barrage, des coups de sifflet systématiques, des interruptions, où il est impossible, en fait, de développer
une pensée économique hétérodoxe dans l'audiovisuel, sans se faire rabrouer, sans se faire interrompre et discréditer par les journalistes qui nous invitent, quoi. Alors ça aboutit du point de vue journalistique à l'éclipse de l'enquête sociale, par exemple, à certains contenus qui sont importants et du coup qui sont totalement quasiment inexistants, en tout cas de moins en moins existants. En tout cas, à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que ça contribue à une fracture avec les citoyens, d'autant plus que vous pointez aussi une surreprésentation des classes supérieures dans les médias et une sous-représentation des classes populaires. Alors, je n'ai plus les proportions exactes, vous les citez, mais ça contribue à défigurer le réel plutôt qu'à le représenter d'une certaine manière. Voilà, c'est ce qu'on dit. La défiguration du réel, en fait, est permanente et c'en est un bon symptôme. Les chiffres, on reprenait ceux de 2021, qui sont fournis par le baromètre de l'Arcom, tout programme confondu, donc c'est-à-dire fiction, information, documentaire, divertissement. Donc, ces études sont réalisées sur une semaine type. Les catégories socio-professionnelles supérieures ont représenté 75% des personnes indexées à la télévision et à la radio, alors qu'elles ne constituent que 28% de la population française. Et les cadres, professions libérales et chefs d'entreprise, qui ne pèsent que 10% de la population, ont été représentés à hauteur de 65%. 65%. Donc voilà, là, je veux dire, on prend la mesure. Tout un pan de la population est complètement exclu, puisque mécaniquement, évidemment, les classes défavorisées et en particulier les ouvriers sont complètement sous-représentés. Mais c'est-à-dire que, voilà, on explique comment leur vie n'existe pas, en fait, dans les médias dominants, que la presse quotidienne régionale comble le vide, mais de manière marginale, quoi. C'est pas satisfaisant. Et donc, voilà, l'enquête sociale, les reportages permettraient de rendre compte de ces vies-là, mais que, vu la structuration des médias, en l'occurrence, c'est impossible parce que tout est fait pour saper le travail d'enquête et pour qu'il n'existe pas. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas les sous, etc. Enfin, il y a une précarisation qui est voulue, quoi. C'est-à-dire qu'à la place de ça, on a l'hégémonie des formats à bas coût et donc du commentariat, quoi. Donc c'est-à-dire, encore une fois, ces plateaux qui se reproduisent, qui se dupliquent, des faux débats, des faux débats. Qu'on peut avoir autant sur une chaîne d'information en continu que dans une radio publique, etc., etc. Ces médias, dont on comprend bien qu'ils sont ni neutres ni indépendants, et vous documentez très bien à Acrimed l'ultra-concentration des médias entre les mains des milliardaires, continuent à se présenter comme neutres et indépendants. Comment vous expliquez cette obstination ? Et ça fait partie des mythes professionnels et ça révèle en tout cas l'incapacité de ces milieux à s'autocritiquer, à vraiment aborder, mais de manière sérieuse, une réflexion sur les pratiques du métier. Là, je pense tout de suite à un exemple, mais parce qu'il est d'actualité, Dominique Rizet, qui est consultant police-justice pour BFM TV, qui sévit sur cette chaîne depuis très très longtemps, qui s'est illustré pendant le traitement des Gilets jaunes avec vraiment des outrances, un accompagnement systématique des discours sécuritaires, appel à davantage de répression, etc. Lui, pendant un moment où un gilet jaune en plateau interpellait et critiquait BFM pour son traitement des manifestations, lui répondait « on est d'une objectivité et d'une impartialité totale ». C'est-à-dire qu'on a quand même cette incapacité de remise en cause et de comprendre, mais en fait, ça voudrait dire trop de choses, en fait. Ça voudrait dire notamment qu'on questionne un peu le profil, le statut de ces chefferies éditoriales, de ces commentateurs, de remarquer que sociologiquement, en fait, déjà, d'une, c'est tous les mêmes, et que de deux, en fait, il y a un entre-soi très fort, et qu'ils sont sociologiquement solidaires, en fait, des intérêts des classes dirigeantes. Donc ça impliquerait de réfléchir à beaucoup de choses. Donc je pense que c'est plutôt que de faire ça, eh bien on
on met en avant des mythes professionnels qui ne veulent rien dire. Je ne sais même pas s'ils y croient eux-mêmes, quoi, probablement. Mais voilà, mais ça renvoie à quelque chose de plus fondamental, qui est l'impossibilité de la critique des médias radicale dans les médias dominants. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un peu de critique en entre-soi. Encore une fois, il y a entre journalistes, il y a des personnes admises pour le faire, et puis il y a des discours et des interlocuteurs qui sont exclus, quoi. Et la critique des médias, comme les autres sujets, en fait, n'échappe pas à ce balisage du périmètre acceptable de ce qui peut ou non être discuté dans l'espace médiatique. Et à cet égard, vous pointez aussi la responsabilité des écoles de journalisme qui, au lieu de former à la critique sociale, eh bien, finalement, intègrent aussi cette mécanique du moins-disant journalistique. Ouais, c'est ça. Bon, on le détaille pas, mais c'est un élément qu'on pointe en conclusion, mais parce que ça fait partie, quand on s'interroge sur les raisons, ça fait partie des éléments qui rentrent évidemment en compte, qu'il faut interroger. C'est vrai que François Ruffin avait fait un bouquin autour de ça. Je voulais citer peut-être un documentaire que nous on avait chroniqué sur Acrimed qui s'appelle En formation. Et donc, on vous a appris à faire des belles phrases, à faire des beaux trucs et tout. Et moi, ce que je vais vous apprendre, c'est arrêter de faire des belles phrases. J'aime pas les belles phrases. Ce que je veux, c'est que vous me racontiez des histoires. Deux réalisateurs qui montraient très bien ce côté, comment l'ultra-technicité a pris le pas, en fait, dans les formations, sur les questionnements de fond, etc. Comment ces formations ultra-technicistes, en fait, encouragent, participent d'une déréalisation et d'une dépolitisation de l'information. Donc ça, c'est sur le fond des formations. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, mais j'ai fait une formation à la fac. Je veux dire, c'était nos cours de pratique journalistique étaient tout à fait édifiantes de ce point de vue-là. Autant on avait des cours de fond, mais sur les cours de pratique, ça reste une anecdote. Mais je veux dire, en partiel, on devait bâtonner des dépêches AFP, on devait résumer ce qui était déjà ultra court, des dépêches qui faisaient 5 lignes, on devait les convertir en dépêches de 3 lignes. Enfin, je veux dire, il y a un côté absurde, en fait, où le fond disparaît complètement au profit de la forme. Et comment, ces formations, en fait... Formatent, déforment et en fait, prépare les étudiants aux contraintes auxquelles, de fait, ils vont être exposés dans leur milieu professionnel. Donc voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est ce que les travaux de sociologues qu'on cite dans le livre pointent, c'est-à-dire un recrutement de ces écoles parmi les classes favorisées. Donc comment le recrutement accompagne quand même une homogénéisation sociale par le haut, en fait, de la profession journalistique. Donc voilà, quand ils étudient, en fait, aussi la structuration de la profession, on revient à ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'entretien, mais c'est tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire qu'on a un pôle dominant, donc des vedettes de l'information qui concentrent les gros salaires, qui concentrent le prestige, qui concentrent les gratifications symboliques, qui concentrent le pouvoir éditorial. À l'autre bout, en bas de l'échelle, on a tout des contingents de professionnels précarisés. Je pense à une enquête que vous avez fait aussi sur Blast, sur EBRA, là où on voit très bien comment ça se passe, où des journalistes finissent en burn-out, vu les contraintes, vu le quotidien de comment se structurent les rédactions aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu les deux pôles. Mais les sociologues remarquent aussi que sur toute la strate intermédiaire, on assiste quand même à un embourgeoisement de cette profession. Donc voilà, c'est pas sans lien aussi avec évidemment la manière dont ils abordent les questions économiques, la question sociale en général, quoi. Ce portrait-là que vous dessinez du champ journalistique, qu'on pourrait identifier comme un rouleau compresseur qui écrase, en fait, qui marginalise en tout cas les dissidences, mais qui est très très éclairant et édifiant sur la réalité, comme vous venez de l'exprimer, de ce métier. Aussi, eh bien, vous en finissez par appeler à la politisation de la question politique, de la question médiatique, pardon, à la politisation de la question médiatique. Donc j'aimerais bien que vous nous disiez un mot, d'autant que là, vous dressez aussi une critique de la gauche
dans son positionnement à l'égard ou de son délaissement, de sous-investissement de cette problématique, précisément. On appelle, évidemment, mais c'est aussi la mission historique d'Acrimed, que de revendiquer la repolitisation de la question médiatique, ou de refaire des médias une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est, c'est qu'elle devrait être, en tout cas. Pour nous, c'est 3 pans, en fait, complémentaires. Qu'on cite, dont on parle en conclusion, c'est-à-dire un soutien pour nous de la sphère des médias indépendants. Voilà, mais après, pour nous, le soutien, l'accompagnement des médias indépendants, en fait, c'est pas une fin en soi. Pour le dire vulgairement, en fait, on va pas lâcher les gros. C'est pas possible, en fait, que ça reste. Voilà, il faut universaliser la mécanique des. Mais en fait, il faut se réapproprier. On lutte pour une réappropriation démocratique des médias de ce point de vue-là. Donc, en gros, ce qu'on pointe, c'est à la fois. Que la gauche politise son rapport aux médias. Voilà, donc là, ça implique beaucoup de choses, quoi. Mais y compris de s'interroger sur la participation, par exemple, de certains politiques dans des programmes complètement, d'une certaine manière, qui vont à l'encontre, en tout cas, de ce qu'on vient d'énoncer, qui sont un peu avilissants, qui sont discréditants. Ou qui vont dans le sens d'un renforcement de l'extrême droite. Voilà, s'interroger évidemment sur aller ou pas dans des médias d'extrême droite, c'est fondamental. Je pense, hier, Sophie Binet de la CGT, par exemple, refusait de répondre à une journaliste de CNews dans la manifestation. Ça fait partie, en fait. Donc c'est vrai que la CGT, depuis 2019, en fait, les responsables ne vont plus sur CNews. À un moment, ça a été un sujet. Non, mais moi, je ne souhaite pas répondre à CNews. Et pourquoi ? Parce que, en fait, je ne vais pas sur vos plateaux. Oui, mais là, c'est pour s'exprimer devant tous les Français. Vous pouvez nous donner vos revendications ? Eh bien, non. Voilà, donc moi... Vous choisissez les médias à qui vous adressez ? Je m'adresse à tous les médias qui garantissent une liberté d'expression et une pluralité. C'est-à-dire que la gauche, collectivement, et pour nous, c'est ça qui est important, c'est quand il peut y avoir un mouvement politique qui rassemble largement la gauche sociale et politique de ce point de vue-là, a décidé de ne plus aller sur CNews et donc argumentait évidemment en pointant la présence à l'époque de Zemmour qui débarquait sur la chaîne pour l'émission Face à l'info. Mais voilà, c'est un aspect de la politisation du rapport aux médias, mais il y en a d'autres. Il y a évidemment, ça doit être plus large en fait, parce que ce qu'on dit et ce qu'on montre dans le bouquin, c'est qu'évidemment les interrogatoires médiatiques, le discrédit des responsables associatifs, des responsables syndicaux, etc. On les trouve pas évidemment que sur les médias d'extrême droite, c'est l'évidence même. On les trouve le matin sur France Inter, on fait un certain nombre de verbatim de ce point de vue-là, sur France Info, sur France 2. Enfin, c'est très très large en fait. La disqualification de la gauche de ce point de vue-là. Donc, on gagnerait à gauche, évidemment, à avoir une discussion vraiment large et collective sur ces questions-là. Donc ça, c'est un pan. Et puis, le pan plus fondamental, c'est de creuser et d'affiner, on va dire, les propositions pour transformer radicalement le paysage. Donc là, on ne coupera pas, évidemment, d'une réflexion et de propositions, en tout cas pour une gauche qui souhaiterait subvertir l'ordre établi et les médias tels qu'ils fonctionnent, tels qu'ils dysfonctionnent, de propositions sur le mode de propriété en fait des médias. Donc voilà, il faut creuser ça. Il y a aussi évidemment la question des aides à la presse. Il y a la question du statut juridique des rédactions, qui rejoint la question évidemment du pouvoir qu'on donne aux journalistes sur leur travail. Et les liens avec les directions éditoriales, puisqu'on repointait que voilà, c'est extrêmement verrouillé comme milieu, c'est très vertical. D'ailleurs, certaines sociétés de journalistes aujourd'hui qui protestent le pointent, le SNJ de nouveau, dans le cadre de la mobilisation actuelle, pointe la verticalisation vraiment et la dépossession en fait des journalistes de leur objet, quoi.
Donc ça, il y a plein de chantiers qui doivent être investis et qui doivent être le terreau de propositions radicales pour transformer le paysage, quoi. Et c'est l'effort que vous poursuivez évidemment avec Acrimed. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur la méthode, sur votre méthode de travail qui est quand même très dense et très... Ouais, alors... Donc c'est bien d'en faire un point, effectivement, parce que donc c'est un livre collectif. En réalité, bon, c'est vrai qu'il y a mon nom, mais c'est un livre dont on a discuté, par exemple, de la structuration du bouquin. On en a discuté en réunion de rédaction. Et après, en gros, la façon dont j'ai travaillé, c'est que j'ai repris tous les papiers qu'on avait écrits sur Acrimed depuis 5 ans. Pendant les 5 années du quinquennat, là, du premier quinquennat. Et puis, après, j'ai retravaillé. Il y a évidemment des passages inédits où j'ai été creuser certaines séquences, mais voilà, sinon c'est pour ça que c'est un travail collectif, parce qu'il y a aussi évidemment beaucoup de relectures et que tous les articles en fait qui paraissent sur le site d'Acrimed sont le fruit d'un engagement collectif, c'est-à-dire qu'on écrit, on est relu, il y a un processus de relecture et des discussions, donc voilà. Mais après, sur la méthode des articles, c'est vrai une des caractéristiques d'Acrimed, c'est le verbatim, et je pense que c'est aussi la force de l'assaut, c'est de documenter, de beaucoup citer, et donc vraiment de mettre les citations au service aussi de points plus théoriques ou de développement plus théoriques qu'on développe. Et des biais, en l'occurrence, ce qu'on documente, les biais systématiques dans le traitement de l'information. Et ça permet en tout cas de lutter contre l'amnésie collective qui nous gagne tous quand on parle du traitement médiatique des événements, puisque ça s'accumule à une telle vitesse qu'effectivement c'est toujours très précieux. Ce type de travail, de quelle couverture médiatique vous avez bénéficié pour la promotion de ce livre? Ça m'intéresse, pour finir. Nul. Voilà. Mais bon, c'est à l'image du poids d'Acrimed dans les médias dominants. C'est quand même une association qui existe depuis 1996. On a été invité peut-être 5 ou 6 fois depuis notre naissance dans les médias dominants. Donc voilà, la couverture, après on ne s'attendait pas à ce que ça fasse la une des journaux, pour le dire clairement. On aurait pu l'espérer au nom du pluralisme, n'est-ce pas, Quand on parlait du statut que peut avoir la critique des médias dans le débat médiatique, elle est soumise au même cadrage, au même tir de barrage, etc., au même les chefferies éditoriales définissent le périmètre acceptable du débat public. Donc, la critique des médias, il y a une critique des médias acceptable. Il y a plein d'émissions médias dans les médias. Ils se regardent beaucoup entre eux, donc ils peuvent discuter de la production des uns et des autres. Mais disons qu'il y a une critique radicale qui passe pas. Et de la même manière, il y a des interlocuteurs qui ne passeront pas. Donc, on peut discuter. On a pu avoir des émissions avec Julia Cagé, par exemple. Là, il n'y a pas de souci. C'est une interlocutrice légitime. Et puis, il y a d'autres interlocuteurs qui ne sont pas légitimes. Merci infiniment, Pauline Perronneau, pour cet entretien. Et j'invite vraiment tous les gens qui nous regardent, tout simplement, étant donné que vous n'avez pas bénéficié d'une couverture en bonne et due forme médiatique, eh bien, je les invite vraiment à se procurer ce livre et à le lire. Il est vraiment très important. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé et surtout permis de mesurer l'importance des médias indépendants. Si c'est le cas et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don ou vous abonner en vous rendant sur notre site blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt sur Blast.